Catastrophe pétrolière en mer du Nord. Il faut maintenant réduire définitivement l'incendie et les fuites de pétrole pour remettre en route la production. Les Britanniques font appel au plus grand spécialiste, le légendaire Red Adair. Pourquoi ces files d'attente devant les universités parisiennes? Manque de place, ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi la mauvaise information et les étudiants qui veulent être à Paris et pas ailleurs. Le bilan d'une folle semaine. Tourisme pour le troisième âge, des voyages qui ne coûtent vraiment pas cher mais qui peuvent rapporter très gros à leurs organisateurs. Comment? Enquête à ne pas manquer dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Ce week-end est le deuxième des grands départs en vacances de l'été 88. Mais avant d'évoquer les embouteillages et autres bouchons, arrêtons-nous un instant sur ceux qui n'ont même pas la chance d'être coincés sur la route, car ils ne partent pas du tout en vacances. Pour eux, l'organisation ATD Quart Monde, aide à toute détresse pour les plus démunis, organise chaque année dans toute la France une série de manifestations comme ce concert du célèbre pianiste argentin Miguel Ángel Estrella dans une cité du 20e arrondissement de Paris. En effet, pour les organisateurs de cette soirée, la pauvreté, ce n'est pas seulement l'absence de biens matériels, bien entendu, mais aussi l'empêchement d'accéder à toute forme de culture. Caroline Glorion, Pierre-Laurent Constant. Dans cette cité en plein Paris, la vie est dure. Les 3/4 des habitants sont au chômage, peu ou pas de revenus, pire encore, aucun contact avec l'extérieur. Cette semaine, dans le cadre d'une opération organisée par le mouvement ATD Quart Monde, des artistes sont venus à la rencontre des enfants et des adultes de la cité. Une occasion pour apprendre et découvrir autre chose. Ce soir-là, il y avait aussi un concert. Tous, malgré la pluie, se rassemblent pour écouter Miguel Ángel Estrella, pianiste argentin, qui depuis des années, avec son association Musique Espérance, choisit délibérément d'aller jouer de la musique classique, là où les autres ne vont pas. La musique a un pouvoir immense, on ne se rend pas compte de ce qu'elle peut mobiliser sur le plan sensible et comment elle peut, et nous l'avons vu, nous le voyons tout le temps dans les ateliers musicaux du tiers-monde, par exemple dans des coins complètement perdus de la planète, où la qualité de vie a été modifiée par la présence de la musique. Les gens étaient rassemblés, ce qui est plutôt étonnant dans une cité comme la nôtre parce qu'on est plutôt divisés que rassemblés. Et j'ai entendu les gens qui applaudissaient, puis les gens qui étaient heureux vraiment d'avoir un concert comme ça dans une cité comme la nôtre. Il faut croire qu'il ne faut pas aller dans le 16e. Hein. Même dans le 20e, les gens apprécient. Il n'y a pas que les gens du grand monde qui aiment la belle musique. Voilà, c'est tout, c'est vrai. On en vient au départ en vacances. Beaucoup de voitures sur les routes, donc, pour ce deuxième week-end de départ en vacances de juillet 88. C'est sur l'autoroute du Sud que les bouchons ont été les plus conséquents, bien entendu. 30 km ce matin à la hauteur d'Orange et toute une série de ralentissements dans la vallée du Rhône. Ce soir, le trafic est redevenu normal. Eh bien, se rappelant peut-être un certain préfet du département de l'Allier qui, dans les années 70, retirait les permis de conduire sur le bord de la route, eh bien, ce soir, le préfet du Rhône est lui aussi sorti de son bureau pour participer activement au travail des gendarmes de l'autoroute du Sud, au nord de Lyon. Claude Régent. Des personnages, des motards de la police nationale, un radar, des victimes du radar, un préfet de région, M. Gilbert Carrère, entouré par une foule de journalistes. Un contrôle de vitesse classique donc, mais un traitement médiatisé, car le préfet croit à la valeur exemplaire de ce contrôle. Je crois qu'il contribue à rendre à un certain nombre d'automobilistes, d'usagers de la route, le sentiment de la nécessité de ne pas perdre un certain nombre de réflexes et de retrouver la connaissance du code de la route, parce que c'est ça qui est en cause. Après les bouchons de la matinée, il est vrai que beaucoup d'automobilistes ont eu le pied lourd sur l'accélérateur cet après-midi. Bon, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je roulais à une vitesse que j'ignore.
une vitesse qui a été déclarée par une machine, voilà. Je n'aime pas, si vous voulez, dans quelques cas rares, j'ai la possibilité d'enlever le permis quasi instantanément. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour vous, mais je transmets au procureur à Lyon, dont je ne sais pas ce qu'il dira, mais qui statuera d'ici mardi soir. Mon sentiment, c'est que vous risquez d'être coincé pour quelque temps en fait de permis. Hein. Parmi les victimes du radar, une recordwoman contrôlée à 180 km/h. Vous savez ce qui se passe avec une voiture qui a vraiment les moyens de rouler vite? On ne prend aucun risque dans ces cas-là. Je sais que je ne prends pas de risque en roulant à 160, comme une petite voiture peut, disons, prendre des risques en roulant à 140, hein, c'est vrai. Alors les limitations de vitesse, c'est pas pour vous alors mais si, bien sûr. Beaucoup d'étrangers ont été surpris. Ils ont souvent des véhicules rapides. Pour eux, pas de menace de retrait de permis, mais 900 francs à payer tout de suite. On peut même régler sa dette en eurochèque. Rien n'arrête le progrès européen. En mer du Nord, les sauveteurs ont arrêté définitivement leurs recherches. Plus aucun espoir de retrouver des survivants. Le temps est donc venu d'arrêter définitivement l'incendie et de remettre en route le pompage du pétrole. Pour ce faire, les Britanniques ont appelé celui qui reste le spécialiste numéro 1 de ces catastrophes, l'Américain Red Adair. Le dernier bilan est de 166 victimes. Quant aux blessés soignés à Aberdeen en Écosse, ils ont reçu aujourd'hui la visite de la famille royale et du Premier ministre britannique, Madame Thatcher. Philippe Arroir. Deux priorités maintenant. D'abord, éteindre l'incendie. C'est le travail du Texan Red Adair, spécialiste mondial de ce genre d'exercice. Il a pris position avec son équipe sur la plateforme de soutien Taros qui jouxte Piper Alpha, du moins ce qu'il en reste. Red Adair, 73 ans, a déjà pu se rendre sur Piper Alpha dans une sorte de panier tiré par une grue. Il va falloir dégager les débris et colmater les brèches par où s'échappe encore du pétrole et du gaz. Tout ceci est bien sûr très dangereux. Deuxième priorité, essayer de retrouver un maximum de corps entassés dans la partie de la plateforme qui s'est effondrée. Déjà, des débris ont été récupérés. Armand Hammer, le patron de Occidental Petroleum, a reconnu qu'il faudrait dans l'avenir concevoir des plateformes d'un autre type, séparer le quartier d'habitation du centre de production. On envisage aussi des hôtels flottants que les employés regagneraient après le travail. À l'hôpital d'Aberdeen, les blessés ont été réconfortés par le prince et la princesse de Galles. Parmi les brûlés graves, il y a un Français qui a été opéré et dont l'état est aujourd'hui satisfaisant. Dans la ville d'Aberdeen, toujours en deuil et en état de choc, on continue à parler de la tragédie. On a beau s'attendre à des accidents, dit ce laitier, jamais on n'aurait imaginé une telle catastrophe. Dans les pubs, les employés de plateforme, une population de 50 000 habitants en mer du Nord, discutent beaucoup. Certains disent qu'ils y retourneront, d'autres que c'est terminé. Philippe Arroir, dans son reportage, a cité un nom, Red Adair. C'est presque un nom de guerre pour cet Américain de 73 ans qui, depuis plusieurs dizaines d'années déjà maintenant, s'est taillé une solide réputation de pompier du pétrole, le numéro 1 dans le monde. Et aujourd'hui encore, c'est à lui que la compagnie pétrolière anglaise a fait appel. Patrice Velay. Red parce que dans sa jeunesse, ses cheveux étaient roux. Red parce qu'il aime le rouge, rouge comme les incendies qu'il combat à travers le monde depuis 1962. Paul Red Adair, patron d'une multinationale de la lutte anti-incendie. Son entourage, hyper spécialisé, ingénieur, plongeur, chimiste, une centaine de personnes. Sa recette, du temps, beaucoup de temps pour combattre les flammes, et une technique, soigner le mal par le mal, c'est-à-dire provoquer une seconde explosion pour éteindre l'incendie. Exemple, déposer de la dynamite sur la plateforme, le souffle de la déflagration aura le plus souvent raison du sinistre. Red Adair, pompier high-tech, le premier à utiliser le plomb, les billes d'acier, le nylon pour colmater un puits. Pour lui, il y a toujours une solution, parfois au péril de sa vie ou de celle de ses hommes. Cet après-midi, une première inspection sur la plateforme, toujours en feu, et un seul commentaire, c'est la pire des choses que j'ai jamais vues, Dieu seul sait ce qui s'est passé ici. Dans un pays immense et surpeuplé comme l'Inde, les catastrophes ferroviaires ont pour conséquence des bilans à l'échelle de cette nation. Hier, un train bondé de voyageurs a déraillé, s'engloutissant en partie dans les eaux d'un lac. Résultat, plus de 100 morts et un nombre de disparus encore très important. Claude Crespo. Par centaines, ils sont venus, les riverains du lac Ashtamodi, pour essayer d'aider avec leurs seules mains, pour sauver ceux qui auraient pu sauter du train avant que les wagons ne coulent. À leur côté, des hommes grenouilles héliportés depuis une base voisine, des policiers, des pompiers, des centaines de sauveteurs qui continuent depuis des heures maintenant de rechercher des corps. Le déraillement s'est produit hier lorsque l'Highland Express traversait le pont
qui surplombe ce lac, gonflé par les eaux de la mousson. Le train roule à 80 km/h, traverse les 3/4 du pont et c'est la chute. 7 voitures disparaissent dans les flots, 3 coulent aussitôt à 15 mètres de profondeur, 2 wagons resteront accrochés au rail. L'enquête déterminera les causes de cette catastrophe, liée sans doute aux intempéries. En effet, après plusieurs années de relative sécheresse, le Kerala a enregistré cette année des moussons d'une exceptionnelle violence. Retour en France et à d'autres types de préoccupations. Tout au long de cette semaine, nous vous avons montré les problèmes posés par les inscriptions dans les universités de Paris et de la région parisienne qui regroupent près de 48%, 38% exactement, des étudiants français. En faisant le bilan aujourd'hui, nous avons cherché à savoir pourquoi, contrairement à la province, les étudiants et leurs familles faisaient la queue pour s'inscrire. Manque de place, ce n'est pas la seule raison. Lorraine Cusin. Mardi matin, l'une des nombreuses files d'attente devant les universités parisiennes. Les inscriptions commençaient à 11 h, les résultats du baccalauréat étaient connus à 10. Lycéens et parents se relayaient donc depuis des heures, sans même être sûrs du succès au premier tour du bac. Moi, je pense qu'ils devraient donner les résultats la veille et faire les inscriptions le lendemain, parce que ce serait moins stressant déjà pour les gosses, parce que ceux qui n'ont pas les résultats, les parents, ils attendent, parfois ils attendent pour rien. Une mesure qui réduirait de près de 50% l'affluence devant les universités, en tout cas le premier jour des inscriptions. Cependant, les bacheliers d'Île-de-France souhaitent pour beaucoup s'inscrire au centre de Paris. Au Panthéon, ceux qui ont commencé l'attente après 5 h du matin n'ont pas eu de place. Dans certaines formations, Paris est saturé, comme par exemple en administration économique et sociale ou en droit. Administration économique et sociale, ou du fait de capacités d'accueil tout à fait insuffisantes, en matière de locaux et en matière de moyens notamment, donc en matière de place, nous avons dû refuser à peu près 3 candidats sur 4. En droit, où la proportion, grossièrement parlant, est de l'ordre de 1 sur 2. En économie, où là, nous avons passé, mais tout juste. Calme par contre dans la plupart des universités de la banlieue. À Villetaneuse, par exemple, au nord de Paris, il reste de la place dans presque toutes les filières. Mais ici, on est loin des attraits du quartier latin, du Panthéon, de la Sorbonne. Il y a une hiérarchie dans les universités que peut-être les universités parisiennes, ou disons dans la périphérie de Paris, sont mieux cotées quand ensuite on veut être placé sur le marché du travail que les universités de banlieue. La façon dont les étudiants choisissent leur inscription est beaucoup plus le reflet d'une tradition en faveur d'universités connues depuis longtemps que dans leur intérêt strict. Il est vrai que bien souvent les étudiants qui s'entassent à Paris sont mal informés sur les possibilités et les avantages offerts par les universités de la banlieue, et même quand elles sont proches de leur domicile. En tout cas pour l'heure, ceux qui n'ont pu s'inscrire à Paris ont encore leur chance à la périphérie et dans la plupart des disciplines. Économie, le crédit aux petites et moyennes entreprises annonce pour lundi une baisse de ses taux d'intérêt, 0,5%. Le taux d'intérêt moyen s'établira donc à partir de lundi aux alentours de 10,40%. Le pire reste à venir, déclare le président de la compagnie des commissaires aux comptes à propos des scandales qui ont récemment éclaboussé le marché boursier du Matif, sur lequel, vous le savez, on spécule à terme sur le résultat des entreprises. Dans une déclaration au magazine Le Point, M. René Ricol, président donc, déclare « Nous n'en sommes qu'au début. Une dizaine d'affaires vont éclater, des sociétés qui ont perdu entre 100 millions et 1 milliard de francs sur ce marché du Matif ». Scandale pour un notable dans l'Oise, Jean-Pierre Baudry, candidat malheureux de l'ex-majorité, l'URC, aux dernières législatives, et vice-président du comité économique et social de Picardie, incarcéré pour malversation pour un montant relativement élevé dans le cadre de ses fonctions de directeur d'une maison d'enfants. Éric Monnier. Il y a trois conditions. Notable respecté de la région d'Amiens, Jean-Pierre Baudry va passer sa 2e nuit à la maison d'arrêt de Compiègne. Il est inculpé d'escroquerie dans la gestion de 7 établissements pour enfants à Coy-la-Forêt, près de Chantilly. Une maison spécialisée dans l'éducation des enfants défavorisés dont il était l'administrateur. Avec 4 cadres de l'établissement également inculpés, il aurait gonflé des factures à son profit. En 3 ans, le montant de la malversation est estimé à 4,5 millions de francs.
Le mois dernier, plainte du sénateur Dominique Padeau, qui gère les maisons d'enfants de Paris, conclusion d'une enquête du fisc commencée en 1985, qui s'était étonné de la subite amélioration du train de vie de Jean-Pierre Baudry. Sécurité, les Français y sont de plus en plus sensibles, vous le savez, à l'extérieur, mais aussi chez eux, et pas seulement pendant les vacances. Et ils font appel à des moyens techniques de plus en plus sophistiqués pour protéger leurs biens. La télésurveillance était jusqu'à présent surtout exploitée par les entreprises, mais les particuliers commencent à y venir. Les sociétés qui se chargent de ce type d'installation sont en général plutôt discrètes, et ça se comprend, mais pour une fois, l'une d'entre elles a accepté de nous ouvrir ses portes. Thierry Calmette, André Sera. Intrusion volumétrique. En clair, quelqu'un vient de pénétrer chez vous, forte probabilité de cambriolage. Appartements et caves pillés, un retour de vacances dramatique et souvent onéreux. Surveillé à distance, dans ce centre de télésurveillance, 24 heures sur 24, rien n'échappe aux ordinateurs et aux hommes. On a eu une alarme à 16h43. Les systèmes sont testés plusieurs fois par jour. À domicile, l'installation comprend une sirène, un ou plusieurs détecteurs placés aux endroits stratégiques et une console de commande. C'est pour la sécurité de la famille, pour que lorsque ma femme se retrouve seule, quelquefois elle a besoin d'avoir une sécurité. Elle se sent sécurisée d'avoir ce système d'alarme. C'est un système qui est très simple d'exploitation. C'est une maintenance qui est relativement bien faite. Et je trouve que ce matériel est à la portée de toutes les personnes, quel que soit leur âge. Les imprimantes des terminaux consignent tous les incidents. Les appels téléphoniques sont enregistrés. Les opérateurs préviennent une équipe de sécurité qui se rend immédiatement à votre domicile et avertit la police. Ici, on peut aussi voir à distance dans votre entreprise ou vos locaux. On peut aussi écouter, grâce à des micros installés chez vous, alors télésurveillance ou espionnage. Des micros que l'on met chez les particuliers, soit par exemple pour des personnes âgées, soit dans des appartements pour vérifier ce qui se passe, ne peuvent être mis en fonction que sur alarme. C'est-à-dire que c'est le système lui-même en place, chez vous, qui, lorsqu'il a une alarme, déclenche le micro et on ne peut pas le déclencher de chez nous. Ceci est très contrôlé. 300 francs par mois et 2000 francs d'installation pour un abonnement au système de base, mais pour contrôler à distance votre congélateur ou allumer le chauffage pendant votre absence, c'est beaucoup plus cher. Étranger aux États-Unis, un consensus est en train de se dégager pour dédommager les familles des victimes de l'Airbus iranien. Cela va du président Reagan au vice-président George Bush et au candidat démocrate à la présidence Michael Dukakis. Mais pas question d'indemniser le gouvernement de Téhéran. En Union soviétique, annonce de la réhabilitation officielle de Nikolaï Boukharine, fusillé sous Staline et considéré à cette époque comme le chef de l'opposition de droite. Et en Arménie soviétique, Moscou annonce une situation normalisée aujourd'hui, mais dans la capitale arménienne, Erevan, l'armée quadrille le centre de la ville. Dans les territoires occupés par Israël, nouvelle journée de grève suivie massivement par la population palestinienne. Il y a maintenant 7 mois révolus que le soulèvement a commencé. Les Palestiniens subissent une certaine forme de blocus économique de la part des autorités de Jérusalem. Eux-mêmes ont décidé de boycotter un certain nombre de produits israéliens. Beaucoup ne travaillent plus. Ils se sont donc habitués à vivre, je dirais, autrement. Charles Anderle. Dans des dizaines de villes et de villages de Cisjordanie, 5 jours par semaine, en fin d'après-midi, les Palestiniens répondent à l'appel des comités populaires. Pas pour manifester, mais pour cultiver en commun des jardins et des terrains vagues. L'objectif, assurer une source de nourriture en cas de couvre-feu prolongé et réduire la dépendance des habitants envers les produits israéliens. Dans ce quartier de Ramallah, le comité populaire clandestin représente 40 familles, 200 personnes. Et chaque famille a le droit d'avoir 2 fois par semaine, soit des haricots, soit des aubergines, soit des poivrons, tout ça, des tomates. Est-ce que c'est uniquement agricole? Est-ce qu'il y a également d'autres aspects de la vie quotidienne qui sont concernés Il y a l'agricole, la santé, puis l'éducation, la surveillance de nuit des colons. Les intellectuels palestiniens, eux aussi, ont dû s'habituer au nouveau mode de vie dicté par le soulèvement. J'avais pas le temps de faire du pain chaque jour ou 2-3 jours par 2-3 fois par semaine. Alors je l'achetais bien sûr des boulangeries. Et maintenant, les universités sont fermées.
et aussi des écoles. Donc on a le temps de tout faire à la maison. L'organisation des villages, des quartiers est interdite par l'administration israélienne qui craint le développement d'un pouvoir parallèle palestinien. Ça va créer un pouvoir parallèle, le pouvoir des comités populaires, qui sont des comités élus par les gens les plus efficaces, les plus actifs de la population et surtout parmi les jeunes. Aussi c'est un rejet de l'occupation en même temps. Mais ces jardins potagers, ces poulaillers installés dans les cours des maisons, signifient surtout que les Palestiniens envisagent un combat de longue haleine. L'armée israélienne en a parfaitement conscience et elle se prépare à affronter le soulèvement palestinien pendant les années à venir. Revenons en France et revenons en même temps au temps des vacances et à celui, je dirais, des loisirs plus généralement. Aujourd'hui, les personnes du troisième âge, comme il est convenu de les appeler, lorsqu'elles ont un certain nombre de moyens, n'hésitent plus à se déplacer. Et on leur propose parfois des voyages à des prix défiant toute concurrence, mais qui peuvent aussi rapporter gros aux organisateurs, j'entends. Pour autant, les participants ne se considèrent pas comme roulés. Mais regardez plutôt, vous allez tout comprendre. Jean-Pierre Métivet, Noël Alexandre. Bien sûr, ce matin-là, ils ont dû se lever très tôt. Mais lorsqu'on est vieux, quelle importance. Et puis ce voyage, c'est vraiment une affaire. Une journée en Belgique, au départ de Reims. 3 repas compris, une balade l'après-midi, un bal musette le soir, tout ça pour 79 francs. Presque trop beau pour être vrai. À croire même qu'il y a quelque chose qui cloche. Le véritable but du voyage, le voici, une vente au déballage. C'était bien écrit dans le prospectus, mais en tout petit. C'est pour éviter l'échauffement, c'est pour éviter les escarres. Ou des peaux de mouton, hein? On met ça donc en dessous de vous. Donc c'est quelque chose qui est primordial dans votre lit. 4h30 durant, on va les travailler au corps. Vous allez voir vous-même, vous allez dire, mon Dieu, j'ai pas bien dormi. Il vous manque cette douce chaleur, sinon vous allez encore avoir... Toujours des articles présentés comme des produits médicaux, qui procurent du bien-être. Le sommeil est primordial. La garantie, elle n'est pas de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Non, notre garantie, je vais vous la montrer, c'est un bon de garantie pour la vie. Alors maintenant, je vais me permettre de vous donner les prix, et je parle en argent français, hein, pas en argent belge. La laisse pour 2 personnes, elle coûte 1195 francs pour la laisse. Les oreillers, c'est 350, il y en a 2, c'est 700 francs. La même chose pour le traversin. Traversin, c'est la valeur de 2 oreillers, c'est 700 francs aussi. Et la couverture, 1795 francs. Ce qui fait que quand vous achetez l'ensemble de lit, vous avez encore une réduction. On vous fait l'ensemble de lit pour 3595 francs. Et ça marche. Toujours des petites sommes, mais qui font de gros débits. Un autocar peut rapporter 15 000, 20 000 francs. Les meilleurs, 40 000 francs. Plusieurs sociétés travaillent sur ce créneau en Belgique, en Hollande et en Allemagne, avec toujours la même cible, le troisième âge. Ce sont souvent des retraités qui voyagent un peu par désœuvrement, qui manquent un peu d'affection. Ce sont des gens seuls en général, et ils aiment bien se retrouver en groupe pour pouvoir un peu s'amuser ensemble. Qui ont de bonnes retraites? Ça va, on se plaint pas. Mais n'allez pas croire qu'on roule les personnes âgées. Au contraire, elles en redemandent. Certaines sont même abonnées à ce type de voyage. Vous en avez fait déjà combien de voyages de ce genre? Une dizaine. Et vous avez acheté beaucoup de choses, non? Ah oui, à chaque fois on achète. Je dis j'achèterai plus, mais j'achète. Le premier coup, c'était un oreiller. On a dit voilà, Malterin, oreiller. J'ai acheté quelques bouteilles de bière, ainsi de suite, quoi. Et peut-être en revenant, je vais voir la dame si je peux encore avoir quelque chose. Oui, à vous. Le soir venu, chacun remporte son butin. Petit détail, la vente au déballage est interdite en France. Cela se passe toujours à l'étranger. Il est même une filiale d'une société allemande basée en Alsace qui fait voyager ainsi 70 000 personnes par an. C'était une petite chronique des loisirs ordinaires du troisième âge. Parce que si ça n'était pas
laissez en arrêt. Allez, s'il y avait un autre train qui arrivait sur les... Le sport maintenant, Tour de France, la 7e étape arrivée cet après-midi à Reims. Deux hommes s'étaient échappés, l'Italien Tebaldi et le Français Casado. C'est l'Italien que vous voyez qui l'a emporté en se détachant dans le dernier kilomètre, 6 secondes devant le Français Casado. Les deux hommes avaient eu jusqu'à 15 minutes d'avance sur le peloton. Au classement général, pas de changement. Le Hollandais Nijdam conserve le maillot jaune devant le Canadien Steve Bauer. Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 automobile. Pour la première fois depuis le début de la saison, les McLaren Honda ne seront pas en tête au départ. C'est une Ferrari qui occupera la première ligne, celle de l'Autrichien Berger. Anne Mourg. Prost et Senna détrônés. Première cette saison, aucune des deux McLaren ne partira en première ligne. Première ligne occupée par les Ferrari de l'Autrichien Berger et de l'Italien Alboreto. Le circuit était rapide avec de grandes courbes qui convenaient parfaitement aux voitures de l'écurie italienne. Ici, la puissance des Ferrari a fait la différence. En vitesse de pointe, les McLaren étaient battus. Prost et Senna ont tout tenté, prise de risque maximum. Résultat, 2 têtes à queue pour le Brésilien. Il voulait absolument terminer devant son équipier Alain Prost. Une Ferrari vainqueur demain, seulement si elles arrivent à rouler aussi vite sans consommer plus. Sur la grille de départ, on trouve en première ligne les Ferrari de Berger et Alboreto, en deuxième ligne les McLaren de Senna et Prost, en troisième position les March de Gugelmin et Capelli. Prost et Senna, ils ont l'air de bien s'aimer ces deux-là. Compétition internationale, les championnats de France de natation synchronisés à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Une revue de détail des meilleurs spécialistes mondiales et l'occasion également pour Muriel Hermine de remporter 3 titres de championne de France. Vous ne reconnaissez pas ses jambes? Elles sont parmi les plus titrées de France. Grâce à elles, Muriel Hermine remporte les 3 médailles d'or du championnat de France. Ici, en solo. Les Américaines ont raflé les 3 médailles. Leur nouvelle star, Kristen Babb, une star dans un ballet digne d'Hollywood. Voilà, la tête hors de l'eau tout de même pour vous donner les résultats du tiercé qui s'est couru cet après-midi. Vous allez voir les chiffres s'inscrire sur l'écran. Le 8, le 12, le 5. Dans l'ordre 17 177 francs. Il y a peut-être un quarté derrière. Mais oui, bien sûr, vous ajoutez l'As et vous gagnez beaucoup plus. 125 563 francs et 80 centimes que vous ne laissez pas sur le comptoir. Et quant à demain, eh bien, il y a des pronostics, toujours les pronostics de Pierrette Bresse, bien entendu. Vous allez les voir également s'inscrire sur l'écran, je vous les résume. L'As, le 3, le 11, le 8, le 4, le 7, le 9 et le 6. Voilà, ce journal est terminé. Le dernier, eh bien, c'est Philippe Gassot qui vous le présentera en fin de programme, tout de suite après le journal Les prévisions météo, José Blanc-Lapierre. Quant à nous, si vous voulez bien, nous nous retrouvons demain à 13h. Bonsoir, excellente soirée sur notre chaîne. À demain.